Sur la question de la transition écologique, le choix qui a été fait par l'équipe de la Fédération française du bâtiment des Pays de la Loire, c'est d'aborder 3 sujets sur des points qui sont essentiels, mais qui sont beaucoup moins abordés que la question du climat. Donc les 3 sujets, la biodiversité, et puis la question des ressources, avec l'eau ce matin. Et là, on va avoir la question des matériaux. On sait qu'on est dans ce siècle de l'épuisement des matériaux, celui où on va avoir l'obligation, je ne parle pas de façon réglementaire, mais l'obligation conceptuelle d'être obligé d'aller rechercher dans ce qu'on a déjà utilisé une fois pour le remettre dans nos ouvrages. Donc on démarre cette nouvelle culture dans notre profession avec le réemploi, et donc c'est naturel que la Fédération française du bâtiment ait choisi ce thème du réemploi pour la 3e table ronde de la journée, d'autant plus qu'il y a eu une étude qui a été réalisée auprès des adhérents, et Isabelle Morel, chargée de mission à la Fédération, va nous en faire un petit topo. Tu veux la zapette? Voilà. On m'entend là? Oui. Oui, alors très rapidement, parce que le sujet des réemplois, on en parle depuis plusieurs années déjà. Au niveau de la Fédération du bâtiment national, on a un groupe de travail sur le sujet, on participe à pas mal de choses. On a aussi plein de structures qui travaillent sur le sujet, mais on s'est dit, mais nous, finalement, nos adhérents, ils en sont où sur le sujet? De quoi ils ont besoin? Voilà, donc on a fait une étude. Alors, on a eu 71 répondants sur 2500 adhérents au niveau des Pays de la Loire. C'est déjà bien, hein. Et donc, il y a juste trois données. On a posé des questions plus sur ceux qui sont sur des marchés avec appel d'offres. Parce qu'on sait très bien que chez le particulier, c'est pas là où il y a forcément plus de demandes. Donc, juste un premier chiffre. On a parmi les 71 répondants, 62% qui ont déjà répondu à un appel d'offres avec objectif de réemploi. Pardon, 38. Oui, bon... C'était pour voir si vous suiviez. Voilà. Bon, 38, moi je trouve ça déjà énorme, mais bon, après on fait confiance à ceux qui répondent, hein. Ensuite, pourcentage de ceux qui ont renoncé à un appel d'offres à cause des objectifs de réemploi. Donc oui, 20% qui ont renoncé, c'est bien ça. Et puis, pourcentage d'entreprises qui ont posé des matériaux de réemploi en travaux neufs ou en rénovation, on en a 39%. Alors c'est pareil, ça semble... Après, je pense que ceux qui ont répondu, c'est qu'ils avaient déjà une sensibilité au terme réemploi. Enfin bon, voilà, les chiffres qu'on a. Et juste pour finir, on a quand même de plus en plus de questions d'entreprises qui nous demandent... je réponds à des chantiers, à des appels d'offres avec réemploi. C'est le cas de Christophe ici présent, qui témoignera après. Des entreprises de déconstruction aussi, comme Charrier, hein, à qui on demande de déposer en vue de réemploi. Et puis aussi des questions sur, j'ai des retours de chantier, est-ce que je peux faire du réemploi? Alors là, on est sur la ligne, c'est des retours de chantier ou des matériaux qui n'étaient pas aux bonnes mesures, par exemple. Pour nous, c'est pas vraiment du réemploi, mais en tout cas, on a des entreprises qui maintenant se posent la question, plutôt que de diriger ça vers la benne. Ils ont acheté des matériaux, c'est pas aux bonnes dimensions. Avant, ils les mettaient à la benne, ça coûte très cher. Donc maintenant, ils se posent la question, mais est-ce qu'on peut pas les revendre ou les redonner à des structures qui reposeraient? Voilà. Donc si tu peux mettre juste la slide suivante, comme ça je vais pouvoir appeler tout de suite Franz Dagneau, qui est formateur, consultant de Noria Formation, Mathieu Ferret, qui est responsable QSE et Planète Réemploi au groupe Charrier, et Christophe Bonin, dont qu'Isabelle a indiqué à l'instant comme co-dirigeant des Charpentiers de l'Atlantique, et Marie Ribeiro de Souza, qu'on a entendu déjà un petit peu ce matin, de la SMA BTP, experte Socobat. Donc on va essayer de poser les enjeux, et puis petit à petit de voir comment ça fonctionne aujourd'hui. Et puis comme vous l'avez fait ce matin, on va avoir 3/4 d'heure ensemble, et puis après on aura un temps d'échange avec la salle. Donc préparez vos questions. Et j'avais envie de démarrer avec Franz Dagneau. On vient de voir des chiffres de la fédération. Ce qu'on voit
comme chiffre venant de la fédération, c'est que c'est pas marginal, mais quand même, quand on discute du réemploi, on se demande s'il existe vraiment un marché du réemploi. Est-ce que ça existe? En fait, ça existe depuis toujours. Et ça n'a jamais vraiment disparu, le fait de réemployer des éléments. L'histoire de la construction a démarré par le réemploi. Et finalement, si on fait une frise chronologique, c'est depuis pas si longtemps que ça que c'est un élément qui s'est minorisé. En fait, c'est surtout début 20e et surtout la Seconde Guerre mondiale qui a radicalement changé nos manières de construire. Et donc là, c'est pas tout à fait un retour, un petit peu un retour, mais il y a des entreprises qui ont toujours fait et qui continuent à le faire. Par contre, les enjeux et la motivation à le faire, elles sont très différentes, et ça a été rappelé sur les enjeux environnementaux. Et aussi, en fait, comme c'est une activité qui a énormément diminué, il y a besoin de reconstituer aussi des filières, un tissu d'acteurs. Et alors, pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser au réemploi? Pour plusieurs raisons. Il y a d'abord le sujet, alors la question environnementale, le réchauffement climatique, il est entre autres et massivement provoqué par les émissions de CO2. Donc il faut réduire nos émissions de CO2. Comment on réduit nos émissions de CO2 ? Lorsqu'on met en œuvre un matériau de réemploi plutôt qu'un matériau neuf, on arrive à 90% d'économie carbone. Donc c'est jour et la nuit. Donc là, on est direct dans la décarbonation. Et puis il y a également le volume de déchets. Le secteur du BTP, c'est celui qui produit le plus de déchets, blablabla. Mais c'est des volumes, et les chiffres, je peux vous les donner, mais nos cerveaux ne sont pas en capacité de se rendre compte des volumes. Mais c'est indispensable. Et comme tu l'as introduit aussi, Pierre-Yves, c'est la question des ressources naturelles. Il y a un épuisement qui est aujourd'hui manifeste, on ne peut pas le nier, qui provoque déjà des soucis dans les activités des entreprises, avec des temps d'attente et de disponibilité qui sont déjà là. Et le GPU avec qui j'en discutais l'autre jour, qui me rappelait que, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des gens qui se battaient sur des cours de matériaux pour des plaques de placo. On l'a oublié que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, ces choses-là, elles peuvent revenir aussi plus rapidement qu'on ne le pense, quoi. Donc on est vraiment dans un changement de paradigme aussi dans la capacité à se fournir en matériaux. Et donc vous êtes établissement de formation. Ça peut être intéressant de savoir qui va se former sur ces questions-là, pour savoir en fait qui va sur la question du réemploi aujourd'hui. Dans le public qu'on a chez nous, on a principalement des maîtrises d'ouvrage. Beaucoup, et des architectes. Si je fais vraiment le public majoritaire. C'est plutôt rassurant de savoir que la maîtrise d'ouvrage est celle qui se forme là en plus grand nombre aujourd'hui. Ouais. Certaines, bien sûr, les volontaristes, mais c'est ça. On a aussi une partie du public, c'est des personnes qui sont issues du bâtiment et qui sont un peu fatiguées, usées physiquement, et qui possèdent un savoir-faire qui peut continuer à être valorisé sur les chantiers, mais d'une manière différente. Et ça, c'est un public qui a un avenir aussi. On peut évoquer un retour d'expérience, qu'on essaie de rentrer un peu concrètement, savoir à quoi ça ressemble un chantier de réemploi. Et puis après, évidemment, on va avoir à la fois les problèmes et puis les solutions qu'on trouve. Mais qu'est-ce que tu aurais comme retour d'expérience ? Alors aujourd'hui, on a plein. À différentes échelles, que ce soit la maison individuelle jusqu'au grand immeuble de promoteurs. Aujourd'hui, vraiment, tout type de bâtiment est concerné par le réemploi ou peut être concerné. Et moi, celui que j'utilise beaucoup parce qu'on en parle et il y a une capitalisation qui a été faite, c'est l'exemple du Grand T à Nantes, donc un équipement appartenant au département de Loire-Atlantique. Qui est une salle de spectacle. Voilà. Alors pour la petite anecdote, c'est là j'ai fait mon job étudiant, donc c'est un lieu que je connais bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois c'était une démarche qui a été initiée en 2020. C'était au Moyen-Âge du réemploi, quelque part. Du coup, ils ont fait plein d'erreurs. 2020, le Moyen-Âge. Ouais. C'est que le réemploi, ça va très vite. On change vite. Il change très, très vite. Charlemagne, quoi. D'accord. Mais c'est qu'ils ont fait un certain nombre d'erreurs, mais qui sont intéressantes à analyser, justement, pour comment faire différemment. En tout cas, je pense qu'ils feraient aujourd'hui différemment, mais pour arriver au même résultat à la fin. Ce qui est intéressant aussi, comme c'est une opération où il y a du réemploi in situ, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui ont été déposés, qui ont été stockés sur place et qui ont été remis en œuvre, qui le sont déjà. Il y a des éléments qui sont sortis du chantier via, entre autres, une vente sur chantier qui a été animée, et il y a eu d'apport de matériaux issus de l'extérieur. Et c'est sur cette partie-là que ça a été le plus compliqué, sur la partie assurantielle, et du coup, je pense qu'on en échangera. Je reprends mes notes. Également sur les difficultés de caractérisation, gestion de stock, l'identification de ces ressources-là, d'aller-retour un peu long, etc., et de temps et planning. Et pour
très bien connaître parce que je travaille souvent avec les personnes qui étaient en accompagnement de la maîtrise d'ouvrage là-dessus. Aujourd'hui, elles ne travaillent plus de la même manière, où elles passent plus autant de temps qu'à l'époque pour pouvoir justement faire venir des matériaux d'autre part pour le chantier. Donc voilà, c'est en ça où on est vraiment sur un gros équipement, une maîtrise d'ouvrage impliquée et volontariste, et du coup qui montre que c'est possible à une grande échelle d'incorporer des matériaux de réemploi qui viennent du site ou d'autre part. Alors on va commencer à faire des petits focus, on va aller regarder la question de la ressource. Et c'est intéressant d'évoquer avec Charrier, entreprise donc de travaux publics, mais aussi donc, ici pour nous de déconstruction. Je viens d'évoquer le mot planète réemploi. C'est quoi planète réemploi et quelle est votre contribution sur la question de la ressource ? Planète réemploi, c'est une activité qu'on a créée il y a maintenant 3 ans. En fait, on avait fait un constat sur... Au Moyen-Âge. Exactement. Un tout petit peu après, je crois. On avait fait un constat sur nos chantiers de déconstruction, qu'il y avait souvent des gisements qui étaient très intéressants, des matériaux qui avaient des caractéristiques intéressantes, mais qui finissaient au fond d'une benne à défaut d'avoir l'organisation et la logistique adaptée. On avait fait quelques expérimentations de réemploi portées par les chantiers de déconstruction classiques, et ça a été des échecs assez cuisants. Donc on s'est décidé à avoir une démarche dissociée pour avoir une approche diamétralement opposée de dépose soigné, de conditionnement en amont du chantier de curage, pour avoir des flux différents, éviter la coactivité et préserver vraiment au maximum les caractéristiques des éléments en question. Et avant la dépose, il y a le diagnostic. Ça, vous le faites pas ? Non, on ne va pas se substituer aux diagnostiqueurs. Les diagnostics ressources ou PEMD sont des éléments d'entrée précieux pour nous, pour pouvoir venir identifier les éléments qui sont présents dans les bâtiments qui ont du potentiel. Nous, on va apporter un regard critique complémentaire sur ces éléments. C'est-à-dire que, de par notre connaissance, parfois des exutoires, des gens qui sont en recherche de tel ou tel gisement, des exutoires, des personnes qui recherchent les éléments. On va pouvoir cibler d'autres éléments qui ne sont pas forcément identifiés dans les diagnostics. Mais non, on vient utiliser la matière produite par les diagnostiqueurs. Moi, j'avais en tête aussi que Planète Réemploi, c'était une plateforme physique. Et à l'instant, on a évoqué ça. C'est-à-dire qu'il y a in situ une réutilisation où le site est lui-même une plateforme. Et puis, parfois, on a besoin d'une plateforme à l'extérieur. Est-ce qu'on peut assez rapidement là, éclaircir les choses sur ces questions de plateforme ? Le constat qu'on avait fait initialement dans cette démarche, c'est que faire partir les matériaux qui ont un potentiel de remploi en direct depuis le chantier vers l'acquéreur, c'est la meilleure solution d'un point de vue environnemental. On limite les transports, les opérations logistiques intermédiaires. Mais faire matcher l'offre et la demande, tant d'un point de vue planning que zone géographique, ça m'a paru très compliqué quand on s'est lancé dans cette activité. Donc avoir cette plateforme qui nous permet de conditionner les éléments, les transporter, les stocker, et ensuite prendre le temps de chercher des acquéreurs, prendre le temps de les reconditionner si nécessaire, ça nous a paru être la meilleure solution. Et avec un petit retour d'expérience qu'on a aujourd'hui, c'est 95% de nos matériaux qui partent de notre plateforme et non pas en direct depuis les chantiers. Vous en avez plusieurs de plateformes physiques ? Actuellement, on a principalement une plateforme qui est sur notre dépôt situé à Champagny-les-Marais, donc au sud Vendée. Après, potentiellement, en fonction des besoins, Charrier a l'avantage d'avoir une multitude d'agences, donc on peut imaginer plein de choses, mais actuellement, on n'en a qu'une. Franz, je reviens. Les matériaux qui passent par une plateforme ne sont pas exactement les mêmes. Il y a quelque chose, ils changent un peu de nature parce qu'ils ont été reconditionnés, retravaillés. Ils sont quasiment remis à neuf. Est-ce qu'on peut considérer que quand on va aller dans une plateforme, on tourne comme chez un négociant ? Ça dépend de chez qui on va. Et ça, c'est une notion qui est hyper importante à avoir en tête, c'est que le réemploi de matériaux ne s'écrit pas au singulier, mais s'écrit au pluriel. Il y a vraiment différentes familles de matériaux pour le réemploi. Déjà, on va pas tout réemployer. Ça, déjà, on oublie. On a quelques familles prioritaires. Et puis derrière, les acteurs du réemploi, ils sont aussi par famille. Moi, je suis également cofondateur d'une recyclerie de matériaux en milieu rural où notre objectif, c'est de vendre à des particuliers. On ne veut pas vendre des professionnels. Il y en a quelques-uns qui viennent chez nous, mais c'est vraiment à la marge. Mais c'est pas on ne s'organise pas pour ça. Du coup, notre offre de service, elle est pas destinée. Et aujourd'hui, ce qui se développe et ce qu'on voit de plus en plus, c'est justement une offre de service à destination des professionnels avec en fait le même niveau d'information que sur un produit neuf, les mêmes garanties, les pièces de rechange, des notices, un niveau d'information qui est suffisant pour ça. Et si cette offre de service elle se met en place, c'est bien parce que c'est l'expression des entreprises du bâtiment de dire nous on est OK pour faire du réemploi, mais il ne faut pas que ça change trop nos pratiques. Et pour ça, c'est justement d'avoir quasi neuf. Alors, dire quasi neuf, c'est illégal, mais c'est au moins on le comprend. Mais du coup, c'est ce qu'on appelle par exemple le reconditionnement. Ce qui fait qu'en fait, un matériau, il peut subir vraiment des traitements très différents. Ça peut juste aller du coup de chiffon
pour nettoyer, le rendre propre, à vraiment un découpage, un changement de pièce, de le reformer, le tester. Voilà, il y a vraiment un curseur différent à mettre. Et du coup, dans ces différentes typologies d'acteurs du réemploi, il y en a certains qui poussent le curseur très très loin, d'autres pas trop loin. Voilà, ça dépend. Et vraiment, encore une fois, lorsqu'on rentre dans les détails des matériaux, les attentes qu'on a vis-à-vis de leurs caractéristiques et de leur état sont très différentes. Donc le soin n'est pas toujours exactement le même à avoir dessus. Juste avant de donner la parole à Christophe Bonin qui va nous dire comment lui il utilise ou il a utilisé sur des chantiers des matériaux de réemploi, on peut repartir avec Mathieu Ferret sur un retour d'expérience. Le CHU à Angers nous racontait peut-être un peu comment on procède dans ces cas-là. Sur le CHU à Angers, on a l'avantage d'être sur une démarche où on a le temps un petit peu d'identifier les gisements qui vont être disponibles. Souvent, les marchés de déconstruction sont assez contraints en termes de planning. Là, on a le temps de venir identifier les éléments, de venir communiquer sur les éléments qui vont être disponibles et de planifier les déposes en amont des travaux. Donc là, ça nous permet d'échanger avec les acteurs locaux, avec les différents organismes qui nous permettraient de trouver des acquéreurs un maximum, de planifier bien ces opérations de dépose et de faciliter un maximum le réemploi des éléments. Voilà principalement pour cette opération. Et comment on rend visible le fait qu'on a un gisement là qui est en train d'arriver? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Tout le monde sait que le CHU d'Angers est en cours de dépose, donc voilà, on se donne le mot. Ou est-ce que justement il y a des plateformes, mais Internet, comment on apprend ça? C'est une bonne question. Actuellement, on fait un peu avec les moyens du bord, où je vais avoir un diagnostic, je vais avoir un petit cahier, un petit catalogue que je suis en train de créer, que je vais diffuser un peu tous azimuts, mais Mathieu Ferret a une capacité de communication un peu limitée via mes réseaux professionnels ou personnels. Ensuite, c'est beaucoup le réseau, je décroche mon téléphone et je sollicite les différents acteurs du réemploi dans différentes zones géographiques pour les solliciter, puisque là, on parle de volumes suffisamment intéressants pour justifier, je ne sais pas, j'ai une bêtise, une semi-remorque qui partirait à Bordeaux pour moi, on serait encore intéressant d'un point de vue environnemental au regard du volume du gisement. Et voilà, c'est un peu un point bloquant actuellement, cette communication. Si je peux juste revenir sur ce que disait Franz. Concernant la qualification, c'est quelque chose d'intéressant, mais qui n'est pas forcément évident à intégrer dans le modèle des plateformes, principalement en lien avec le modèle économique. Actuellement, la réalité des marchés en déconstruction notamment, c'est que nous, entreprises de déconstruction, on se retrouve à assumer les coûts liés aux déposes des éléments. Et donc, on doit rentabiliser ces coûts par la revente des produits. Donc, intégrer une requalification des produits dans cet équilibre économique, c'est pas... Et un stockage, et donc la vente n'est pas immédiate. Oui. C'est pas vous qui assumez le temps de non-vente ou comment ça se passe là? En fait, il y a la majorité des chantiers, il y a des éléments qui ont un potentiel de réemploi, il n'y a pas forcément d'enveloppe associée à la dépose des éléments. Donc nous, on vient prendre le risque de déposer ces éléments en assumant les coûts de dépose, on les conditionne, on les transporte chez nous et on cherche à se rentabiliser cette opération par la revente. Donc c'est là que l'équilibre économique est délicat et qu'on a du mal à intégrer cette partie de reconditionnement et de requalification. Intéressant à entendre. Et alors maintenant, les charpentiers de l'Atlantique, est-ce que ça vous arrive de répondre à des marchés où vous voyez la mention réemploi et quand vous voyez apparaître ça, qu'est-ce que vous faites? Actuellement, on a un dossier qui est en cours. On n'a pas commencé encore, on est juste dans les études parce que c'est pas si simple que ça. Donc déjà, on a répondu parce que pour nous, c'est l'avenir dans tous les cas. Donc on s'est dit, il faut qu'on y aille, même si... on sait qu'on ne va pas forcément gagner beaucoup d'argent sur ce dossier, mais on dit on va y aller. Au moins on verra, on va essuyer les plâtres et on saura après comment faire. C'est du plâtre ou c'est du... Ah là c'est du bois, mais bon. C'est bien ce que je me disais, oui. Mais justement en parlant de plâtre, le souci sur ce dossier, c'est qu'on a répondu, on nous a dit vous allez pouvoir réemployer les pannes, il y aura juste à les doubler, ça sera bon. Sauf qu'ils ont fait une étude, mais le plafond n'avait pas été déposé. Et une fois le plafond déposé, les pannes elles sont toutes cintrées dans les deux sens. Donc là, il y a toujours des surprises dans le réemploi. Tout le monde a une anecdote de surprise. Donc là, c'est la vôtre. Ça, c'est la nôtre. Donc finalement, les arbalétriers de charpente qui vont être démontés, on va faire les pannes dedans. Donc c'est pareil, il va falloir qu'on les justifie parce que c'est du lamé collé. Donc il va falloir qu'on justifie au prix de l'assureur à côté. Alors c'est pas eux notre assureur, mais bon. Donc, sérénité. Donc, délamination du lamé collé. Donc, on va avoir des tests à faire, de qualification des bois pour pouvoir le réemployer, avec tout un suivi de traçabilité, c'est-à-dire que chaque bois qui va être déposé, numéroté, est réindiqué là où il va être reposé dans le bâtiment. Donc, c'est un vrai... Mais c'est pas ce qu'on fait d'habitude quand on arrive... C'est notre premier dossier. Donc, non, on le fait pas déjà. On le fait sur du bois neuf, ouais. C'est assez simple, mais là, sur du réemploi, c'est quand même... voilà, c'est...
Donc tous les bois qui vont être démontés vont être identifiés, numérotés. Et toutes les pièces qui vont être refaites vont être remises sur un plan, cet effet tel arba et tel... Qu'est-ce que ça change pour les compagnons? Déjà, ça change un peu parce que déjà on a la déconstruction. D'habitude, c'est les démolisseurs qui ont ça nous est retombé dessus. Donc c'est pareil, la démolition, c'est encore un autre métier. C'est un métier à part. C'est étaiement, c'est levage pour pas non plus esquinter les pièces, qu'il faut les réutiliser. Ouais. Donc c'est des contraintes qu'on leur amène dans leur quotidien. Mais bon, c'est pareil, il faut les faire grandir avec ces nouveaux dossiers qui vont arriver. Donc voilà, c'est... Est-ce que vous avez fait, ce matin on a beaucoup parlé de sensibilisation, est-ce que vous avez fait ce travail de sensibilisation et ou de formation? Pas encore. Pas encore. Et à ce stade-là, vous pensez que c'est quelque chose qui... Pour l'instant, on est vraiment en train de... C'est vraiment la partie étude qui est sensibilisée sur toutes les contraintes que nous, on a en étude à assumer. Après, on va passer à la phase production, parce que c'est pareil, il va falloir redébiter tous les bois, là. Donc, c'est pas simple non plus, parce que c'est pas des arbres droits, c'est des arbres qui sont cintrés. Donc, il va falloir qu'on récupère les bois dedans. Donc, voilà, on va passer à la production, puis après, on verra que le chantier les sensibiliser. On y va étape par étape. Franz Dagneau, comme vous êtes en charge d'un établissement de formation, forcément, je vais aller vous chercher sur la question de la valorisation des métiers. Est-ce que ça change quelque chose dans le métier des personnes et est-ce que ce ne serait pas un élément de valorisation des métiers des gens qui sont sur les chantiers? Du coup, nous, on a réalisé à l'échelle nationale des études en besoin de compétences pour avoir un peu cette cartographie de quels métiers étaient impactés, est-ce qu'il y avait de nouveaux métiers. Alors, on pense souvent de manière un peu... quand on commence ce genre d'études, que dire il y a une nouvelle thématique, donc ça va être des nouveaux métiers. Alors oui, il y a quelques nouveaux métiers dans le réemploi de matériaux, mais en fait, c'est beaucoup de l'adaptation de métiers existants. Et certains métiers, finalement, et surtout ceux de la mise en œuvre, il n'y a pas beaucoup d'adaptation à avoir. Le plus gros, qui finalement pour tout le monde, c'est la question du changement culturel. On en a un petit peu parlé ce matin déjà, en fait, c'est juste de comprendre pourquoi on nous demande de faire ça. Pourquoi on nous demande de faire différemment. Du coup, pour cette première fois, de manière un peu plus compliquée. La seconde, elle sera beaucoup plus simple. Mais pourquoi ? Et l'un des enjeux, et ce que nous, on essaie de proposer dans nos formations à chaque fois, c'est de bien saisir, de dire, par exemple, sur la phase de déconstruction, c'est quoi l'étape qui s'est passée avant ? Pourquoi on me demande de déconstruire ça, donc de plutôt déposer de manière préservante ces éléments-là, et où est-ce que ça va aller après ? Du coup, de faire comprendre le sens de la tâche, c'est aussi redonner de la valeur à la tâche. Et l'autre chose par rapport à ta question, Pierre-Yves, sur cette valorisation, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, et là sur l'exemple du Grand T aussi, c'est qu'il y avait une chaîne de validation des matériaux entrants sur le chantier, donc qui était sourcé autre part. Et dans cette chaîne de validation, c'est pas seulement l'assureur et la maîtrise d'ouvrage qui valident ces matériaux entrants, c'est aussi l'entreprise. Et le fait d'aller demander à l'entreprise, est-ce que ça vous va ? Est-ce que le matériau il est adéquat par rapport à votre savoir-faire ? Moi, je trouve que ça change un peu radicalement la manière de percevoir l'entreprise et son rôle sur le chantier. Quand on va chercher chez le négociant ou dans la coopérative, on connaît le matériau, quoi. Il y a sa notice et donc on va pas faire ce travail-là. Sauf peut-être la première fois où on va l'utiliser. Et du coup, cette valorisation, elle n'est pas seulement la valorisation du chef d'entreprise ni conducteur, mais en fait, c'est la valorisation aussi des compagnons. Et du coup, c'est vraiment l'ensemble de l'entreprise qui est valorisé dans son travail. On va petit à petit arriver sur des questions juridiques, mais juste avant avec Christophe Bonin, le cahier des charges, il était assez clair, assez compréhensible. Il a fallu que vous fassiez des réinterprétations. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez pris quelques risques juridiques ? Non, franchement, non, pas vraiment. Le seul risque, c'était c'est la découverte des bois qu'on n'a pas pu employer. Après, le côté assurantiel, c'est vrai que le bois, on arrive facilement à le qualifier en faisant des tests, à la rupture, des tests. Donc, franchement, c'est pas ça qui. Et le cahier des charges, non. C'était quoi ? C'était une petite phrase ou c'était un paragraphe bien construit ? C'était bien construit. Franchement, ça allait. Ouais. Donc le seul souci que je trouve dans ces, avec du retour, parce que là pour l'instant c'est des petits dossiers, mais le jour où on va attaquer les gros dossiers, pour l'avoir fait sur des dossiers des types collège, où c'est vraiment la maîtrise d'ouvrage qui gère la partie. On l'a vu sur la paille, où c'est la maîtrise d'ouvrage qui achetait la paille pour assurer
c'est le c'est produit business, en phase hein. chantier. Et je pense que sur des gros dossiers, on aura du réemploi. Il faudra arriver par là parce que l'entreprise ne pourra pas assumer toute seule le réemploi parce que toute la matière qu'il va falloir pour faire du réemploi. Je pense que On peut faire un petit focus là-dessus pour savoir qu'on ait bien compris. Si je comprends bien, vous faites référence au lycée d'Esnay Ouais. ou la région Pays de la ou Loire. Saint-Philbert. Ou Saint-Philbert, la région Pays de la Loire a acheté en parallèle de l'ensemble des marchés Oui. le volume de paille dont elle avait besoin, parce qu'elle savait que si elle ne le faisait pas, au moment où vous en auriez besoin pour mettre dans les caissons, ben, vous n'auriez pas la paille qu'il fallait. Ouais, c'est tout à fait ça. Alors, nous, on connaît par l'histoire que le payeur à la région, quand il a vu arriver une facture de paille, il s'est demandé ce qui lui arrivait. Mais ça veut dire que demain, ça va être la même chose. Si vous dites sur le réemploi, c'est le jour où il va avoir 25 lavabos séparément, c'est pas les types de factures qui vont arriver d'habitude. Le lavabo, c'est un produit, je pense qu'on peut le trouver facilement. Mais du bois à une section, une dimension, c'est compliqué. Et on ne peut pas l'avoir du jour au lendemain comme ça. Je pense que voilà, il va falloir fouiller à droite à gauche pour réussir à trouver ce volume-là. Donc c'est un petit exemple là où on se dit, Ouais. tiens, il y a peut-être quand même, il y a des chances qu'on aille vers ça. Je pense, là, on m'a rappelé pour un autre dossier à Poitiers sur du réemploi, où là, c'est du bois de déconstruction d'un échafaudage pour faire de l'ossature. C'est pareil, on me demande de chiffrer, en récupérer le bois, de l'envoyer chez un sieur. C'est tout un... Voilà, à un moment donné, on envoie un peu pas la patate chaude, mais on envoie vers l'entreprise de gérer ce truc, ces produits-là. Et je me dis, il faudrait plutôt peut-être un acteur parallèle qui gère qui requalifie les bois, qui gère des stocks, et puis voilà quoi. Donc il y a un moment où la patate chaude, elle arrive chez l'assureur. Et j'avais envie de vous demander, mais d'abord, comment ça se passe quand vous voyez un dossier de réemploi arriver? Est-ce que c'est différent d'un autre dossier? Alors, aujourd'hui, un dossier de réemploi chez SMA, il est différent d'un dossier classique parce que le dossier classique n'a pas vocation à arriver chez nous, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, encore une fois, on sort du cadre de la technique courante parce qu'on utilise des matériaux de réemploi. Bon, ça, c'est la base. Ensuite, du coup, SMA accompagne le réemploi en étudiant chaque dossier au cas par cas, parce qu'il n'y a pas deux dossiers qui se ressemblent aujourd'hui et qu'effectivement, les référentiels sont en train de se créer, de se mettre en place, avec, je pense, différents niveaux. Donc, pour le moment, c'est chaque filière. Franz disait, il y a des familles de matériaux. Donc, effectivement, c'est chaque filière, du coup, qui crée des guides pour préciser les performances attendues et les essais qui peuvent être faits en fonction effectivement de tel ou tel matériau pour telle ou telle destination. Quand vous dites les filières, c'est en fait les industriels qui ont produit ça. Alors voilà, ça va être la filière de l'acier, ça va être la filière enfin je sais pas, mais il peut y avoir des panneaux, la filière bois, enfin voilà. Des revêtements de sol. Enfin, voilà, on peut imaginer aujourd'hui dans toutes les familles privilégiées pour le réemploi. Et Christophe parlait effectivement du besoin de qualification des produits récupérés pour réemploi. Et c'est vrai que s'il y a bien un nouveau métier, c'est ce métier de qualificateur. Alors, soit c'est... En réalité, c'est une mission complémentaire le plus souvent par la maîtrise d'œuvre ou par l'entreprise, ou sinon c'est un organisme spécifique. Donc le qualificateur, il peut être sous-traitant de LCA, mais il peut être aussi auprès de la maîtrise d'œuvre ou auprès de la maîtrise d'ouvrage. C'est ça, c'est exactement ça. Alors donc ça veut dire que parce que le qualificateur, il va vraiment permettre que le matériau de réemploi soit bien en phase avec le besoin et par rapport à les performances attendues, le besoin. C'est vraiment le nœud qui va permettre à l'assureur derrière de se prononcer en fait sur la maîtrise du risque. Et si Christophe Bonin ou ses confrères qui sont dans la salle voient un cahier des charges où il n'y a pas de qualificateur, est-ce que lui-même, dans sa réponse,
il peut dire moi je vous réponds, mais soit vous en prenez un vous, soit j'en prendrai un moi, et donc il y a un delta dans les coûts. Est-ce que c'est faisable et est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Alors oui, nous, ce qu'on trouve dans les dossiers en phase de consultation des entreprises, parce que je disais que déjà c'est une filière qui débute, hein, donc le retour de sinistralité, il n'est pas forcément très, très pertinent. Et on préfère aussi intervenir en amont. Hein, donc vous avez compris, quand il y a peu de sinistres, en fait, c'est pas pertinent. C'est positif, en fait. Non, mais c'est plutôt positif, mais pour le moment, c'est pas forcément pertinent. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on essaye d'anticiper les risques et donc on intervient avant souscription. Je sais plus, j'ai perdu le fil. Est-ce que l'entreprise qui répond peut demander à avoir un qualificateur? Alors, ce qu'on voit dans les dossiers de consultation des entreprises, c'est soit la maîtrise d'œuvre a cette compétence en interne où c'est fait accompagner, et finalement le cahier des charges, le CCTP est très détaillé, très clair, et va vraiment guider l'entreprise. Soit c'est peau de chagrin, et à ce moment-là, effectivement, tout repose sur l'entreprise. Et effectivement, nous, on conseille vivement à l'entreprise d'alerter, parce que si elle n'a pas, elle, la compétence en interne, elle risque effectivement on risque d'avoir des grosses difficultés au final, en réalité, soit on pourra finalement pas utiliser des matériaux de réemploi, donc on va retomber sur un projet classique. C'est dommage quand l'intention de base était là. Hein, donc on peut considérer que c'est un échec. Soit l'entreprise s'expose fortement à des risques. Elle va faire son expérience au fur et à mesure, mais c'est quand même un peu dommage. Il n'a pas très envie de... Et est-ce que les entreprises ont intérêt à consulter leur assureur avant? Elles ne le font pas sur tous les chantiers. Tout ce matin, on disait pour une boîte à lettres, on ne va pas consulter son assureur. Est-ce que là, on a intérêt à vous consulter en amont? Alors, les entreprises ont toujours intérêt à nous consulter, parce même que pour la boîte à lettres. On est un service... On est un service gratuit. Donc non, il ne faut pas hésiter. Dans le pire des cas, on vous dira, écoutez, non, tout va bien, on n'a pas besoin de regarder. Et sinon, de toute manière, oui, on regardera le dossier. Parce que clairement, dès qu'on sort... Et qui est responsable en cas de sinistre? Alors, en cas de sinistre, c'est les constructeurs qui portent la responsabilité décennale. Donc, c'est eux qui sont en présomption de responsabilité vis-à-vis des dommages de nature décennale. Alors, vous allez me dire, oui, mais si c'est lié à un vice du produit de réemploi, parce que c'est ça que vous imaginez, le sinistre qui est lié à un vice du produit réemployé. Alors, il faut savoir que quand c'est un produit conventionnel qu'on va chercher chez un fabricant ou un négociant, le fabricant ou le négociant, il n'est pas soumis à la décennale. Lui, il a une responsabilité de second rang. On va devoir démontrer la faute du produit qui est à l'origine du dommage de nature décennale, et les constructeurs auront un recours. Si c'est un matériau réemployé, on peut imaginer deux choses. Soit il est fourni par l'entreprise, donc l'entreprise va porter... de toute manière, l'entreprise est en présomption de responsabilité décennale, et les concepteurs également, hein, parce que le maître d'œuvre est un constructeur au même titre que l'entreprise, on est bien d'accord. Donc elles vont porter la responsabilité décennale, et après, c'est le recours, il va être très compromis. Et si j'ai bien compris, c'est déjà un peu compliqué de se retourner contre un industriel quand c'est un produit neuf. Mais alors là, quand c'est du réemploi, faut pas espérer ça. Donc il faut être attentif à toute la chaîne, si je comprends bien. C'est ça. Et il y a un deuxième volet, c'est là sur le dossier dont tu parlais. Ma question, c'est qui a fourni les bois? C'est une petite consultation gratuite. Alors profites-en. Qui a fourni les bois? Le client, la mairie. Parce le maître d'ouvrage fournit les bois. Est-ce que vous réussissez à facturer? Parce que j'imagine que vous passez beaucoup de main-d'œuvre à requalifier ces bois, à les remettre en ordre pour les utiliser en tant que panne sur ce chantier. Oui. Est-ce que vous arrivez à vendre toute cette main-d'œuvre?
Alors pour ce dossier-là, non. Pour les prochains, oui. Espoir. Voilà, donc c'est une Mais, expérience. mais pourquoi votre question? Et alors, voilà, le sujet, c'est... Alors, j'ai un contre-exemple hier, mais il peut y avoir une perte d'assiette en réalité. Alors, ça peut paraître encore un discours très financier, mais on peut comprendre que si le maître d'ouvrage fournit tous les bois, par exemple, on a le cas, alors c'est pas du réemploi, mais on a le cas sur Notre-Dame de Paris. Des mécènes ont fourni tous les bois, qui sont des bois de très grande qualité, pour reconstruire la charpente de Notre-Dame de Paris. Imaginons qu'elle s'écroule. Voilà, demain, elle s'écroule, un incendie, enfin voilà, imaginons... Bon, Ça n'a pas de bol. Hein. Imaginons, voilà, Alors. un sinistre structurel sur Notre-Dame de Paris. Les charpentiers sont en présomption de responsabilité et dans le cadre de leur responsabilité décennale, ils doivent, on doit indemniser la fourniture et pose en réparation. Compris fourniture, bien sûr. Or, Voilà. eux n'ont fourni que du temps Ils n'ont et fourni pas- que du temps. et ils n'ont pas facturé Voilà. Ils un complément sur le produit. n'ont Le facturé... fameux pourcentage. Voilà, là. ils n'ont facturé aucun matériau, ils n'ont pas fait de chiffre d'affaires dessus, ils n'ont pas cotisé auprès de leur assureur dessus non plus. Hein, voilà. Et Donc vous, ça vous fait une perte aussi. Ah ben- Vous n'avez pas intérêt au réemploi, si je comprends bien. Parce alors, que vous perdez un peu de sous. si ce que je veux dire, c'est que vis-à-vis du pur risque financier, de l'exposition financière, effectivement, chaque activité a un taux. Voilà, vous payez un certain taux par rapport au chiffre d'affaires que vous pratiquez dans telle ou telle activité en fonction du niveau de risque. Ben, on imagine bien que si vous vendez que de la main-d'œuvre qui vous expose en termes de risque sur de la fourniture et pose, ben forcément, il y a un décalage. Et donc, on peut imaginer que le taux devrait être totalement revu. Après, j'ai un contre-exemple, parce qu'encore pour hier, j'avais une demande d'études techniques pour une attestation nominative pour le compte d'un couvreur qui réutilise des tuiles. Et en fait, donc j'avais son devis, et il vendait plus cher la mise en œuvre de tuiles, la seule mise en, je ne parle pas de la dépose, la seule mise en œuvre de tuiles de réemploi était plus chère au mètre carré que la fourniture et pose de tuiles neuves au mètre carré. Donc là, je ne peux pas dire qu'il y a une perte d'assiette. Voilà. Et alors, sur cette histoire de coût, on entend beaucoup de choses en ce moment sur l'emploi, mais c'est normal, c'est peut-être un marché qui est en train de s'installer. Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous, mais peut-être France ou vous, Christophe, ça coûte plus cher, moins cher, Ça coûte pas moins cher. et ça peut pas coûter moins cher. Non. Et comment, alors, pour des gens qui n'ont pas l'habitude et qui se disent, mais enfin, le matériau, il coûte rien, puisqu'il a été récupéré, il a déjà été payé une fois, comment c'est possible que ça coûte pas moins cher? Bah, déjà, pour le récupérer, il faut le démolir. Et la démolition, c'est pas gratuit. Il faut le faire dans des conditions, pour récupérer du bois, il faut tout enlever à l'arrache-clou et pas vous mettre un coup de tronçonneuse et puis on envoie ça au feu. Donc il y a tout ce temps-là qui se paye. Et puis après, le bois, il faut le repasser dans le vérifie. Il y a toute la partie vérification mécanique et puis visuelle, parce que c'est pareil, quand on a un bois lasuré, on ne peut pas le réemployer. Il faut enlever la lasure, il faut le retraiter. On revient dans un cycle de bois neuf qu'on a acheté. On crée un cycle complet, C'est et ça. donc forcément, il y a un volume économique. Tu veux dire quelque chose sur la question du coût? Bah c'est pas. Enfin, ça dépend en fait à chaque fois. Il y a du réemploi plus cher, il y a du réemploi au même coût et des réemplois moins cher. Là, dans les exemples donnés, on est sur du structurel et du clos couvert. Quelque part, c'est Très exigeant. Voilà, on est au plus Au compliqué. top. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais on est sur le plus compliqué. Il y a quand même plein de moyens de faire du pas compliqué. Aussi, il y a des fournisseurs de matériaux de réemploi qui proposent une garantie de leurs matériaux, donc on peut se faire remplacer, rembourser, etc. Ce qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça se développe et de plus en plus vont proposer ça. Et du coup, il y a la question du coût. Il y a une étude là qui récemment, on en parlait ce midi ensemble, qui a été publiée par l'IFPEB avec le booster du réemploi et Cyclope, qui montre qu'en gros c'est l'étape de ce qu'on appelle la préparation au réemploi, donc c'est toutes les étapes là qui étaient expliquées, qui coûte le plus cher aujourd'hui. Après, en fait, vous pouvez retrouver dans l'étude la grille de tarifs de toutes les étapes du réemploi qui a été prise en compte dans l'étude. Moi, j'ai un peu regardé. Il y a des choses où j'étais pas tout à fait d'accord avec les prix qu'ils ont mis. Croisé avec d'autres collègues, il y a des choses nous on propose moins cher que eux, ils ont pris en référence. Donc voilà,
ça reste toujours à se construire. Et après, il y a le coût carbone, où du coup, on fait de l'économie. Et aujourd'hui, dans les calculs économiques des projets, on n'est plus uniquement dans des calculs économiques euros, on est dans des calculs économiques euros et carbone. Et du coup, la maîtrise d'ouvrage, son choix, il n'est plus uniquement en euros, mais il est dans les deux. Et c'est aussi, bah oui, en euros, ça peut être un peu plus cher, mais on arrive à des super taux carbone. Donc voilà, les arbitrages, ils ont aussi pas mal évolué ces dernières années, qui nous font réfléchir différemment. Merci beaucoup. Alors, arrive le temps des questions-réponses avec la salle. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de se lancer? Catherine? Hop là, j'arrive. Je vais encore faire un petit teasing FFB. Sachez qu'il y a un GT Réemploi qui a été créé il y a peu de temps. Voilà, donc ça c'est déjà bien. Et on travaille aussi sur une doctrine du réemploi, donc c'est important aussi. Et il y a des études également qui ont été faites. Et surtout, ce qui est intéressant, là, c'est que la QC a officialisé la notion de recommandation professionnelle. Donc, parce qu'effectivement, toute cette difficulté, et vous l'avez bien exprimé. Moi, je voulais aussi témoigner d'un chantier que j'ai eu la chance de visiter, qui est à Nancy, dans le cadre de l'ANRU. Une rénovation, en fait, de 12 500 logements, 2 bars, on peut le dire ainsi, 2 bars... de HLM, enfin anciennement HLM, et vraiment avec un système de réemploi où l'architecte a travaillé en amont de prévoir son projet sur ce qui pouvait être réutilisé. Donc Franz, vous le disiez, en fait, il faut prévoir déjà la réutilisation possible. Et alors, ce qui a été super, c'est que sur place, au pied de la barre d'immeuble, en fait, vous avez l'atelier de réemploi. Et une chose aussi, vous n'avez pas évoqué, mais je trouve que c'est assez intéressant, souvent dans le cadre du réemploi, on intègre aussi beaucoup l'économie sociale et solidaire, qui est une économie qu'on ne connaît pas assez, et je trouve qu'elle est intéressante, qui est inclusive. Et donc, vous avez des personnes qui sont en situation parfois de difficulté, et ça leur permet en fait de se réinsérer dans la vie, ou même parfois quand ils sont issus de l'immigration, de s'insérer en fait dans notre mode de vie. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, du coup, pas de perte de temps. Les sanitaires, par exemple, étaient nettoyés sur place, rénovés et étaient tout de suite réutilisés dans les appartements qui étaient en rénovation. Donc, vous voyez, c'était en fait comme un circuit fermé de réhabilitation. D'ailleurs, peut-être Mathieu, sur le chantier, vous parliez de l'hôpital, c'est peut-être des choses qui peuvent se faire. Alors, c'est sûr qu'il faut de la place. Et là, ils avaient pris un centre commercial et qu'ils ont... je vous invite à regarder, vous regardez en rue, Réemploi Nancy, tout de suite, vous allez voir tout le projet. Et c'est vraiment très vertueux. Et le truc aussi qui était très intéressant, c'est que ces personnes en fait, qui sont passées dans ce moment en fait, de réinsertion, ensuite, donc il y a une collaboration avec la FFB, et en fait, ensuite, sont embauchées par des entreprises du secteur. Donc, on connaît aussi la difficulté que l'on a sur le recrutement. Et là, en fait, c'était une bonne passerelle pour faire découvrir le bâtiment autrement et commencer à les former pour ensuite les intégrer dans nos entreprises. Voilà, donc il y a de plus en plus, je pense, de pratiques comme ça. J'imagine que Franz, vous devez connaître ce chantier. Oui, ce chantier. Puis nous, du coup, on a développé des formations à la dépôt sélective, à la fois la gestion d'un chantier de dépôt sélective et l'exécution. Et quand on a commencé à travailler sur ces sujets-là, c'était justement cette analyse de dire que de former des gens à la dépôt sélective et leur faire découvrir ça, c'est un super moyen, une super porte d'entrée pour le bâtiment. Parce qu'en fait, on ne découvre pas un seul corps de métier, mais on en découvre plein. Et du coup, ça permettait ensuite de réorienter les gens. Et en effet, il y a beaucoup de structures d'insertion un peu partout en France qui prennent ce sujet. Il y a même une fédération des acteurs de l'insertion et du curage dépose qui s'est créée, que nous, on accompagne du coup à justement faire monter en compétence les équipes. Donc c'est un très bon vivier en effet. On peut aborder aussi un autre sujet, celui de l'acceptabilité. Il n'est pas arrivé... Ah oui, vous, je voulais juste un mot, sur Mathieu. L'exemple qui avait été évoqué, la difficulté qu'on a sur le CHU d'Angers, par exemple, c'est que c'est une zone hospitalière qui va rester en activité, donc faciliter l'accès des gens à cette zone, c'est complexe. Donc, déjà, le site occupé, c'est pas toujours facile, mais alors avec du réemploi, ça vous devez bien vous amuser quand même. Il y avait des logements occupés également. Les gens y vivaient toujours. Alors, il y avait des transferts de logements, mais enfin, c'est pas tout à fait le même type de... C'est pas un hôpital, je suis d'accord avec vous. Mais bon, peut-être y avoir une petite zone sur l'hôpital qui peut... Voilà.
Tout à fait, c'est l'idée d'avoir une zone de stockage effectivement, mais après ce sera formalisé, ce ne sera pas en accès libre, on viendra contractualiser un petit peu et cadrer les interventions. Si je peux revenir sur le sujet de l'insertion aussi, c'est un sujet qui est intéressant, mais nous on a du mal à travailler efficacement ce sujet-là, puisque on n'a pas la compétence liée à l'insertion, on a choisi de se concentrer sur la déconstruction et le réemploi, on a déjà de quoi s'occuper, et du coup on fait appel à des structures d'insertion, notamment des agences d'insérim, puisqu'on a des besoins qui sont très ponctuels, mais de mon point de vue c'est assez peu satisfaisant, parce que ça permet pas une réelle montée en compétence des équipes qui sont en insertion dans ce cadre-là. Après, il y a d'autres structures, notamment, qui maîtrisent ces sujets-là bien mieux que nous, mais voilà nos retours. On a peu abordé, je disais, la question de l'acceptabilité sociale, visuelle, etc. Je voulais donner la parole à M. Dupeux, qui peut peut-être nous dire un petit mot là-dessus, avec son regard d'architecte, et peut-être que vous avez aussi un retour d'expérience. Ouais, c'est sous l'angle d'un témoignage qui corrobore ce qui a été dit ici. Donc, l'agence Rhizome a été missionnée à Laval pour les rénovations urbaines, donc à pied de grands immeubles, et faire des parvis qui sont en démarche participative. Donc, tout le monde est au courant de ce qui va être fait, parce que c'est décidé collégialement. Et la pierre a chopé justement lorsqu'on a poussé le curseur jusqu'au réemploi des matériaux existants, quand on a défait les dallages et qu'on a dit que, puisqu'on refait des plateformes pour aller à l'accessibilité PMR des immeubles, on a proposé des gabions vivants avec des plantations, on va pouvoir faire des cueillettes gourmandes dedans, toutes ces choses. Donc tout allait très bien sur le papier. Et quand on est allé jusqu'au réemploi des matériaux, il y a un grand gisement de dalles, de pavages, des choses comme ça. Et le curseur était très bien. On a fait des prototypes avec l'entreprise Leroy qui est ici. Et tout ça allait très bien. Sauf que la population locale, vous imaginez, c'est les grands quartiers, comme on dit, a trouvé peu recevable, on va parler poliment, comment il disait qu'on se moquait d'eux. Mais en fait, c'est comme une espèce d'abandon, c'est comme la prairie quand elle n'est pas expliquée. C'est pourquoi nous, on a des déchets de nos chantiers pour refaire le paysage de demain, quoi. Enfin, c'est pas ces mots-là, mais c'est ça que ça voulait dire. Alors qu'en même temps, la ville de Laval fait son hypercentre avec des pavés tout neufs, avec des matériaux tout neufs, avec quelque chose qui ressemblera à du très propre. Pour moi, c'est déjà 30 ans en retard, ce qu'ils vont faire dans le centre-ville. Le présent, le vrai, c'est ce qui se faisait dans ce quartier, c'est ce qui se fait d'ailleurs quand même. Et les élus sont venus, ils ont vu nos prototypes, sont complètement d'accord, ils trouvent ça très bien, ils trouvent ça dans le ton, ils disent c'est évident que c'est ça qu'il faut faire, mais on ne le fera pas. On ne le fera pas parce que derrière, on a une opposition qui appuie sur cette touche du genre pourquoi dans les quartiers sociaux, on réutilise des matériaux et nous, centre-ville, on n'a que du beau, du propre et du neuf. Et tout de suite, il y a une vindicte populiste qui est venue derrière. Et alors, on fera du gabion avec des pierres qui viennent de je ne sais trop où dans la partie très centrale au niveau de la placette. Et un peu plus loin, un peu perdu dans le paysage urbain, on va quand même faire le réemploi parce qu'ils sont tous convaincus que c'est l'avenir et qu'il fallait le faire. Et donc, c'est vraiment qu'une question d'acceptabilité. C'est, on va dire, culturel, là, si vous voulez, quoi. Est-ce que d'autres personnes veulent s'exprimer sur l'acceptabilité ? On continue à creuser ça. Oui. Il y a un domaine, je trouve, où ils s'en sortent plutôt bien. Moi, souvent, je fais des comparaisons avec l'agroalimentaire. Vous savez, il y a le moins moche et bon. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et les fruits et légumes, par exemple. Les fruits moches, ouais. Bah ouais, mais ça n'empêche qu'ils peuvent être bons. Enfin, voilà. Et je pense qu'il y a aussi, peut-être, ça serait... Je lance peut-être une idée, je suis peut-être un peu folle, mais il y a peut-être aussi cette communication à avoir. Dans l'acceptabilité, c'est pas parce qu'il y a un petit défaut où effectivement, justement, ce côté aussi, je ne suis pas respectée parce qu'on utilise du réemploi, alors qu'en fait, si, justement, c'est même plus vertueux. Et donc, il y a peut-être une réflexion à avoir aussi sur comment on... Mais vous voyez, là, c'est même, on est sur de la sociologie, en fait. Là, c'est une approche sociologique et je trouve que ça serait intéressant de travailler, il faudrait que j'en parle au GT Réemploi, d'intégrer peut-être un moment, une réflexion avec un sociologue pour justement travailler sur l'acceptabilité. Et je pense que l'agroalimentaire y arrive plutôt bien. Très bien. D'autres questions Sinon, je voulais passer la parole à Mathia Gris qui est avec nous dans la salle pour parler peut-être des diagnostics et peut-être réagir aussi sur ce qu'on a entendu jusque-là. Je sais que tu pourras le faire. Si tu peux te présenter.
Oui, bonjour, Julie Grelet, je suis salariée de Matières Grises qui travaille sur le réemploi des matériaux du bâtiment depuis 2015, donc sur le territoire du Oh là, c'est Maine-et-Loire. avant le Moyen-Âge, ça. Ah, c'est avant le Moyen-Âge. Ça a été terrible les premières années. On a expérimenté le feu, la pierre, c'est terrible. Non, c'est même assez réjouissant parce qu'on voit effectivement l'augmentation un peu exponentielle de l'activité et on voit effectivement, on en parlait avec France, de l'évolution très très rapide maintenant sur le sujet du réemploi. Donc il y a une belle dynamique sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, Matières Grises est passé de 1 à 4 salariés en même pas 2 ans. Là, Et c'est quoi votre activité, Matières Alors Grises? l'activité, c'est de travailler sur le réemploi sur toutes ses formes. Principalement dans l'accompagnement des acteurs, donc dans la MOA et la MOE, mais également sur le réemploi opérationnel, donc comment mettre en relation des matériaux, donc faire du flux en fait de matière vers des donneurs à des preneurs. Et d'ailleurs, heureusement qu'on a commencé en 2015 parce que ça permet d'avoir un réseau aujourd'hui très très actif de plus de 1000 sympathisants qui permet de ne pas avoir de problématiques finalement sur du stockage long de matière, mais au contraire, puisqu'il n'y a pas de lieu de stockage au niveau de Matières Grises, mais d'avoir en fait un flux direct de la matière et d'avoir beaucoup de preneurs rapidement sur ce qui est proposé, voire même d'avoir des problèmes de répartition de la matière du fait d'avoir beaucoup de preneurs. Donc ça, c'est tout à l'heure, France nous disait plus ou moins, essayer de nous décrire un peu cette multitude d'acteurs qui agissent sur le réemploi. Ça, c'est des choses qu'on entend du côté de la maîtrise d'ouvrage, en disant mais je n'y comprends rien. Je m'adresse à une personne et on me dit moi je fais ça, mais juste ça. Il faudra vous adresser aussi à cette personne qui fera ça et à cette personne qui fera ça. Est-ce que Matières Grises fait un peu cette facilitation pour aller trouver les bonnes personnes? Alors, ça dépend toujours de la mission, mais comme tout accompagnateur, c'est bien l'objectif, effectivement. Ça demande d'être très, très polyvalent. Donc, je ne veux pas dire que ce n'est pas toujours simple, mais ça demande d'être effectivement qualificateur, ça demande de faire du sourcing, ça demande d'avoir un bon réseau, ça demande d'être logisticien. Donc, en fait, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y a des compétences et des spécificités à acquérir par les acteurs, en fait, qui ne sont pas forcément différents des champs d'action. Un démolisseur devient un déconstructeur, mais plutôt de la coopération économique. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, et moi je travaille sur la structuration de filières sur le Maine-et-Loire, un projet qui s'appelle Matémorphose, et on le fait en coopération économique. Donc l'objectif est plutôt d'aller chercher les compétences aujourd'hui existantes pour créer le lien en fait entre ces compétences. C'est ça la filière. Et puisque la chaîne de valeur et le sujet du réemploi va bien de la déconstruction jusqu'à la construction, on ne peut pas avoir un seul acteur en fait présent sur l'ensemble de cette chaîne de valeur. Donc il y a quelques métiers, mais ça a été cité, j'en rejoins tout à fait, qui sont en cours de création. Et ce métier de qualificateur aujourd'hui, c'est clairement un des métiers charnières. Et je vois Émilie Monteco, qui est architecte prestataire pour Matières Grises, qui a énormément travaillé sur ce sujet-là, puisque c'est aujourd'hui un métier où il faut aller être un peu enquêteur sur les matériaux pour récupérer un maximum d'informations, pour créer des fiches matériaux qui permettront effectivement de passer le bureau de contrôle et l'assureur, et donc l'aval de l'assureur derrière. Donc ce métier-là, effectivement, il est important. C'est clair que l'assurance et la traçabilité des matériaux, c'est important. Ça répond pas. Je crois que tu avais une question sur les diagnostics. Oui, justement, j'allais y venir. On a entendu que c'est un moment important, ce moment du diagnostic. Qu'est-ce qui fait que le diagnostic est réussi, est utile, permet de faire vraiment le réemploi, et quels sont les points de vigilance à avoir quand on a besoin de faire un diagnostic? Alors, juste petit point d'étape, il y a une loi AGEC sur l'économie circulaire qui oblige ce qu'on appelle aujourd'hui des DIAC PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets, si je ne dis pas de bêtises. Je l'utilise plus en PEMD. On a toujours tendance à utiliser les acronymes, mais c'est bien de les réexpliciter. Donc, c'est une obligation sur les bâtiments qui sont démolis de plus de 1000 m². Donc, ce n'est pas tous les bâtiments qui sont concernés par ça. Initialement, c'est un diagnostic déchets qui existait déjà, qui a été complété d'un diagnostic réemploi. Donc, concrètement, ça, c'est le diagnostic obligatoire qui met effectivement une marche sur le fait d'aller chercher non pas uniquement le déchet, mais de regarder l'intégralité des matériaux et notamment la réemployabilité. Alors, Matières Grises est moins sur ce champ-là parce que c'est surtout un champ réglementaire, puisque, comme je disais, l'objectif, c'est surtout de faire de l'opérationnel. Et quand on va sur ces diagnostics-là, c'est surtout
quand il y a une volonté opérationnelle. Parce que concrètement, aujourd'hui, les indicateurs de réemployabilité sur ces diagnostics-là sont encore un peu nébuleux. Donc on a encore beaucoup des habitudes de diagnostic déchets finalement sur ces diagnostics-là. Et donc dans la partie opérationnelle, c'est pas forcément simple pour un maître d'ouvrage qui viendrait mobiliser un diag PMD de vraiment se rendre compte de quelle typologie de matériaux, vers quel acteur, et d'avoir cette chaîne et cette capacité de réemployer. Voilà, donc c'est un premier outil, une première marche, mais pour moi qui doit absolument se compléter par justement ces accompagnements, par un diagnostic ressources et donc des catalogues qui, eux, permettent justement d'avoir des fiches matériaux beaucoup plus complètes. Voilà, donc ça vaut ce que ça vaut, ça a besoin de se compléter. Et en tout cas, une vraie volonté toujours des maîtres d'ouvrage de faire, puisqu'on peut faire toujours du réglementaire. Et là, on a des prestats pour pas grand-chose, mais qui ne augmente pas grand-chose. On voit plus de maîtres d'ouvrage voulant le réemploi. Et ça monte en puissance, hein, parce que, comme j'ai dit, on est passé de 1 à 4 salariés, donc ça monte en puissance, ça tombe pas du ciel. Clairement. Une volonté de faire, encore beaucoup de besoin de monter en compétences sur comment on fait, puisque ça demande effectivement d'écrire des cahiers des charges, des clauses de marché public. Aujourd'hui, on voit surtout les bailleurs sociaux, qui sont assez moteurs quand même sur ce sujet-là, et les collectivités. Et qui sont le plus soumis finalement par les obligations et les réglementations. Donc c'est en train de se mettre en place. Il y a effectivement de la demande. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Merci. Et je voulais donner la parole, merci beaucoup, la parole à Isor qui a parlé ce matin, mais parler maintenant un petit peu peut-être des bardages, la dépose de bardage ou l'expérience que vous pouvez avoir en réemploi. Oui, un petit témoignage. Donc, on est amené de plus en plus sur les chantiers sur lesquels on intervient à avoir du bardage à déposer, des matériaux de façade des façades qui ont déjà été isolées il y a une vingtaine d'années. Donc maintenant, on revient y compris sur les bâtiments qu'on a fait il y a déjà 20 ou 25 ans. Et donc la difficulté pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces matériaux. Et donc, on essaie d'encourager les maîtres d'ouvrage très, très en amont à s'interroger sur ce qu'ils vont faire de ces matériaux-là. Parce que nous entreprises, récupérer 1000, 2000, 5000 mètres carrés de bardage, qu'est-ce qu'on en fait ? On n'a pas des zones de stockage suffisantes. Et en plus, derrière, on a peu de chances de pouvoir les remployer telles quelles. Donc en fait, il faut vraiment que ce soit pris très en amont par les maîtres d'ouvrage. Et après, la difficulté pour un maître d'ouvrage, ça va être, comme il n'a pas l'expertise de notre métier, ça va être comment qualifier ce matériau-là, comment on va pouvoir le remettre dans le circuit. Donc oui, il faut que très en amont, le maître d'ouvrage fasse appel à des entreprises spécialisées pour pouvoir qualifier ces matériaux et pouvoir les remettre dans les descriptifs. Et vous, donc, réutiliser du bardage en bardage sur un autre site, c'est des choses que vous avez faites et vous y êtes pris comment au bout du compte ? Alors, on a plutôt pour l'instant déposé des matériaux et qu'on a donné la plupart du temps, c'est du don. D'accord. À des associations avec Matière Grise d'ailleurs. On les a donnés, on les a... il y a quand même une grosse part qui est en recyclage. Hein. Mais donc c'est plutôt du don, parce que c'est quand c'est des petites quantités. Quand c'est des très grosses quantités, là aujourd'hui, on dépose, on le met dans la benne et ça part en enfouissement, malheureusement. On est en train d'arriver vers la fin. Alors, en fait, normalement, on est à la fin, mais l'intervenant suivant n'est pas là. Et on me dit, il arrive. Mais quand on me dit, il arrive, il arrive dans 1 heure ou il est là. Parce que il est. Alors France. Ouais, pour s'y retrouver aussi, il y a eu un programme européen qui s'appelle FCRBE. Je serai incapable de vous dire ce que ça veut dire, mais qui a sorti un certain nombre de documents, dont un document à destination des entreprises de travaux. Pour s'y retrouver quelque part, quand on découvre, c'est un peu la jungle. Il y a des nouveaux vocabulaires, diagnostic ressources, etc. On ne sait pas exactement voilà. Et ce document, il est vraiment très bien fait, très synthétique et à la fois synthétique et précis. Donc je vous renvoie aussi vers ça. En tout cas, c'est un programme romain qui a
pas mal aidé à faire, et dont c'était le but d'ailleurs, les financements européens avaient pour ce but-là de faire émerger le réemploi. Donc c'est vraiment une ressource intéressante. Voilà. Un mot à ajouter, j'ai l'impression, Christophe, non avec... Non, mais bon, on est parti dedans, en tout cas, le réemploi, donc il faut y aller, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Non, mais il n'y a pas le choix, je veux dire, c'est... Quand on dit il n'y a pas le choix, c'est pas que il n'y a pas un super enthousiasme quand même. Non, c'est pas ça, c'était pareil pour la paille. Il y a toujours Au départ, c'est toujours un peu compliqué parce que ça change un peu toutes les mentalités à l'intérieur de l'entreprise, mais une fois après on est dedans, ça y est, et puis c'est les marchés d'avenir en tous les cas, donc faut avoir une vision aussi assez lointaine par rapport à ce qu'on veut faire de notre entreprise, donc je pense que voilà, c'est comme ça. Par rapport au chiffre d'affaires du groupe Charrier, la déconstruction, c'est... La déconstruction par rapport au chiffre d'affaires du groupe de l'entreprise Charrier, donc la déconstruction va faire 18 millions d'euros sur un peu moins de 300 millions au total. Le réemploi est un ersatz de tout ça, c'est vraiment infime. Actuellement, sur à peu près 2 ans d'expérience, on arrive à être à peu près à l'équilibre au niveau réemploi. Donc c'est notre objectif, ne pas perdre d'argent sur cette activité. Et maintenant, l'objectif, c'est de croître un peu en termes de volume récupéré, traité, et puis de maîtriser un peu mieux notre process pour pouvoir qualifier, si possible. Un dernier mot, comment est-ce que vous nous réassurez ? Alors, un dernier tout petit mot, c'est que si vous souhaitez aborder la mission de qualificateur, informez-en votre assureur, puisque c'est une mission qui est une mission de constructeur et pour laquelle vous n'êtes probablement pas assuré. Donc, soyez clair auprès de votre assureur pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté en cas de sinistre. Voilà. Nous, on a prévu dans les années futures, d'ici 2-3 ans, de sortir une certification, donc un diplôme de qualificateur pour justement faciliter aussi la reconnaissance des compétences. Allez, normalement, c'était terminé, mais bon. Je me permets juste de compléter, Marie. En fait, c'est ça, c'est que tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas forcément de nouveaux... Est-ce que vous pouvez Claire, vous présenter ? c'est ma BTP. De nouveaux métiers, mais par contre, donc il y a des nouvelles façons de travailler et ce qui entraîne en fait de nouvelles responsabilités. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important, puisqu'on est toujours pour l'instant en technique non courante, donc de faire ça, donc de le déclarer à l'assureur pour justement étendre ses garanties et vérifier que en cas de sinistre, justement, tout a été vu en amont. Donc voilà. Et puis il y avait une dernière intervention. Bonjour, Simon Guingamp, groupe Acio, charpente métallique, bois, couverture étanchéité. Juste pour rebondir sur l'aspect de la qualification, il y a un matériau souvent auquel on ne pense pas forcément d'un point de vue environnemental, mais c'est l'acier qui avance fortement et notamment qui devrait sous peu être considéré comme technique courante de réemploi. Donc simplement, c'est que ça avance fort, notamment dans les filières acier. On est en train de se structurer avec les syndicats, etc., enfin les syndicats de l'acier, maisons de la construction métallique, etc. Il y a des plateformes qui existent sur Internet, par exemple Métal Réemploi, sur lesquelles vous pouvez trouver des gisements existants, soit en tant que maîtrise d'ouvrage que vous pouvez identifier et pour un futur projet, mais également en tant que charpentier, on est partenaire relais et on peut capter des gisements, etc. Donc au niveau de l'acier, ça avance beaucoup. Et voilà, donc c'est un matériau qui devrait, d'ici cet été, être considéré comme technique courante. Et donc, par rapport au témoignage que vous avez entendu sur la charpente bois, vous vous êtes senti proche des mêmes problématiques ? Proche, oui et non. C'est-à-dire que sur les quelques sujets qu'on a eu de réemploi, on n'a pas eu la même facilité avec les assureurs. Pour le coup, c'est pour ça qu'on a travaillé sur le certificat, sur un référentiel et un certificat pour le réemploi. Mais effectivement, c'est la même pratique, c'est-à-dire qu'en fonction des gisements, il y a un gros travail à faire sur la certification pour la validation. Mais on s'y retrouve après, c'est le même principe. Merci, je vais vous demander d'applaudir nos 4 intervenants.